Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire intitulé Énergie, un monde d'hommes, avec un point d'interrogation un peu optimiste. Euh, Nous allons parler de cette question de l'énergie et de la place des femmes dans l'énergie ce soir. Je l'ai dit, vous étiez près de 500 inscrits et inscrites pour ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de webinaires que nous proposons à nos 64 000 sociétaires. Et compte tenu du fait que ce sujet de ce soir était vraiment un sujet sociétal qui dépasse assez largement l'activité d'Enercop, on l'a même ouvert ce webinaire au grand public. Donc autour de la table, il n'y a pas forcément que des sociétaires d'Enercop. Du coup, je vais peut-être dire un petit mot sur ce qu'est Enercop pour celles et ceux qui nous auraient rejoint d'un peu loin. Enercop, c'est un réseau de 11 coopératives d'intérêt collectif qui agissent dans les territoires pour une transition énergétique locale, citoyenne et solidaire. Ça veut dire très concrètement trois activités principales. Une activité de fourniture d'électricité 100% renouvelable et produite en France, une activité de production d'énergie renouvelable, toujours en France, et puis une activité qu'on appelle de services énergétiques qui sont différentes propositions d'actions que nous faisons aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités territoriales pour les accompagner dans la maîtrise de leur consommation, dans éventuellement l'installation de leurs propres panneaux photovoltaïques, toutes les questions liées à la production et à la consommation d'électricité. Enercop, c'est une coopérative, donc c'est une entreprise qui appartient à ses sociétaires et c'est une coopérative d'intérêt collectif. Donc ces sociétaires sont de différentes natures, c'est ce qu'on appelle le multisociétariat. Et ce cycle de webinaires dans lequel s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui est justement destiné à permettre à tous les sociétaires, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient producteurs d'électricité, qu'ils soient partenaires d'Enercop, qu'ils soient des collectivités territoriales ou des salariés, de se saisir de sujets en lien avec les questions liées à l'énergie. Ces webinaires sont préparés par les chargés de vie coopérative du réseau, qui on peut tirer un grand chapeau. Et particulièrement, le séminaire de ce soir a été préparé par Nina Marchais, Mathilde Galantouchi et Mélissa Kieny, qui sont aux manettes, que vous ne voyez pas, mais qui sont dans le back-office pour trier vos questions, répondre au fur et à mesure à celles auxquelles on peut répondre au fur et à mesure, et puis faire le tri des questions que nous verrons tout à l'heure, puisque vous avez pu constater que vous ne pouvez enclencher ni votre caméra ni votre micro, puisque nous sommes en mode webinaire, donc tout se passera par écrit. On a une heure ensemble, on va essayer de passer 20 à 30 minutes de présentation avec nos invités et ensuite 30 à 40 minutes d'échange avec vous, mais d'échange par écrit. Donc, pour vos questions, le chat est désactivé, mais vous pouvez les mettre dans l'onglet Q&A ou Q&R en fonction de la version de Zoom que vous utilisez. Et puis, on ira les piocher dans cet espace-là. Alors, vous pouvez écrire vos questions en sélectionnant de les envoyer à tous les participants. Comme ça permet à chacun et à chacune de voir les questions qui sont posées. Et on y reviendra tout à l'heure en deuxième partie. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur le Village. Le Village, c'est le réseau social interne des sociétaires d'Enercop. Et pour les non-sociétaires, il sera également disponible sur la chaîne YouTube d'Enercop. Voilà, là, je crois que j'ai fait vraiment toutes les présentations du cadre. On va rentrer un petit peu plus dans notre sujet. Je vais vous présenter nos deux intervenantes de ce soir, puisque, hasard ou pas, sur ce sujet de l'énergie, un monde d'hommes, c'est une équipe 100% féminine qui anime le webinaire. Et donc, ce soir, nous allons discuter avec Sandrine Olin et Bonsoir. Éléonore Gibert. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Sandrine, tu étais une experte des politiques environnementales dans le domaine de l'énergie et tu racontes que tu avais l'impression de faire un peu le grand écart entre tes convictions, notamment écologiques, et l'activité de ton entreprise. Et du coup, tu as décidé, tu le dis très joliment, plutôt que de tester ta souplesse, de t'extraire de cette position délicate. Mais du coup, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir une parole d'experte sur la question. Donc, merci d'être là pour discuter avec nous. Et quant à toi, Éléonore, tu es toi sociétaire d'Enercop
en Pays de la Loire et tu es même présidente d'ENACOP Pays de la Loire et tu es là pour témoigner de la pratique que vous avez mise en place pour justement favoriser la place des femmes dans votre gouvernance. Tout à fait. Je suis ravie d'être là, effectivement, et plus précisément au sein du conseil d'administration. Mais je pense qu'on pourra voir que c'est pas le seul endroit où le sujet de l'égalité femmes-hommes est à investir. Donc, quand il ne restera plus que cet endroit-là, on aura beaucoup avancé. Merci à toutes les deux. Sandrine, je vais te passer la main. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'énergie, un monde d'hommes. Alors évidemment, l'énergie, c'est pas le seul monde d'hommes, hein. On vit quand même un peu dans un monde d'hommes. Tu vas nous brosser un peu un état des lieux de la situation. C'est vrai que ce qu'on constate quand on évolue dans ce milieu de l'énergie, c'est que c'est beaucoup des hommes les professionnels, c'est beaucoup des hommes les décideurs. Alors que c'est beaucoup les femmes qui sont victimes notamment de la précarité énergétique, qu'elles ne sont pas assises autour de la table des discussions sur le futur de notre mix énergétique, par exemple, et des grands choix politiques qu'on fait aujourd'hui et qui nous impacteront demain. Donc, c'est un petit peu l'entrée en matière de notre webinaire de ce soir. Et du coup, je vais peut-être te laisser la parole pour commencer par un petit état des lieux. Oui, merci beaucoup. Merci Béatrice pour cette présentation. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation à venir parler de ce sujet avec vous ce soir. Moi, je suis ravie. Ravie parce que, comme tu le disais, je travaillais dans le secteur de l'énergie avant. Je m'intéressais aussi en parallèle aux questions de genre. Et donc, je me suis extrait de ce secteur pendant quelques temps pour faire un projet de recherche et pour écrire sur le sujet, et notamment sur le sujet de la récupération du féminisme par les entreprises. Alors, nous allons donc commencer. Je vais faire défiler, si ça veut bien marcher. Voilà, on s'est déjà présenté. Donc, en effet, en première partie, on fera un état des lieux de la place des femmes et de la place des hommes aujourd'hui dans le monde de l'énergie. En deuxième partie, on se demandera comment l'énergie peut contribuer à construire un monde plus égalitaire. Et enfin, en troisième partie, on verra la solution coopérative. Donc, je fais défiler. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, dites-moi si vous voyez bien les slides. Oui, c'est Tac, parfait. c'est parfait. Je vais peut-être les afficher en grand, comme ceci. Super. Donc, des chiffres pour commencer cet état des lieux avec un constat en fait, qui est toujours le même, quelle que soit la géographie qu'on regarde en France, dans le monde, quelle que soit la période qu'on regarde aussi, on voit que les chiffres évoluent pas trop. On a toujours 20 à 30% de femmes dans le secteur de l'énergie, dans le secteur professionnel. C'est un des secteurs en fait où on a le moins de femmes dans l'économie. À peu près à égalité, à mon avis, avec le secteur informatique et le secteur de la finance. Euh, donc, je vous ai donné simplement une fourchette parce que ça peut varier voilà, en fonction de la période qu'on regarde et de la géographie. Mais ce qu'on constate et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même une constance, c'est qu'il y a toujours plus de femmes dans le secteur des énergies renouvelables, plus de femmes que dans le secteur pétro-gazier. On a un écart quand même de 10 points selon le dernier rapport de l'IRENA qu'on a pu constater sur le sujet. Et puis, on a aussi une grosse différence en fonction des métiers qui sont occupés en fait, par les hommes et les femmes. Et on voit que si on regarde les fonctions support, et c'est ce que vous voyez dans le petit graphique qui est en bas et qui s'intéresse notamment à la place des femmes dans le secteur des énergies renouvelables, où on a une moyenne donc, de 32% de femmes dans les énergies renouvelables, mais elles sont essentiellement présentes dans les fonctions support, dans les postes administratifs. En revanche, elles sont très peu présentes dans les métiers techniques et d'ingénierie, quel que soit d'ailleurs la fonction technique qu'on regarde. C'est le secteur qu'on appelle STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est un secteur où on retrouve assez peu de femmes. Alors pourquoi ce constat? Ben, je pense que vous en avez déjà une idée et je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça ne va pas être tellement l'objet de la présentation de ce soir, mais ces choix de carrière qui sont peu faits par les femmes sont très dépendants en fait des stéréotypes de genre qui sont encore très présents dans la société et du fait que les enfants, les adolescents reçoivent une éducation qui reste très genrée. Et on peut penser qu'avec le féminisme, qu'avec
la libération de la parole, avec ce sujet qui est quand même sur la table depuis longtemps, les choses peuvent évoluer, mais quand on voit le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes qui est sorti en janvier dernier, on voit que ces chiffres n'évoluent pas du tout. Donc il y a un petit peu de souci à se faire. Les progrès sont extrêmement lents. Je disais d'ailleurs dans ce rapport que 74% des femmes n'ont jamais envisagé une carrière dans les domaines scientifiques ou techniques, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est des chiffres qui évoluent peu. Et pour celles qui font le choix d'une carrière scientifique, qui font le choix de rentrer dans le secteur de l'énergie, par exemple, elles y restent beaucoup moins longtemps et beaucoup plus difficilement que leurs homologues masculins. On voit que c'est un secteur qui a des difficultés à retenir les femmes en poste, et notamment dans les fonctions et dans les équipes où elles sont minoritaires. Et ça, c'est lié d'une part à la culture de l'entreprise, qui peut être encore une culture très masculine dans le secteur de l'énergie. Et c'est lié aussi, à mon avis, à la structure même en fait, de l'entreprise, qui reste une entité extrêmement compétitive et patriarcale, et donc pas du tout faite pour l'égalité homme-femme. C'était un des points que je développais dans mon livre. Donc les femmes, en fait, ne sont pas du tout en mesure de pouvoir décider du futur énergétique aujourd'hui. Et c'est un vrai problème, puisque les femmes sont celles qui subissent le plus fortement la précarité énergétique aujourd'hui, quelle que soit la géographie, dans l'UE. Donc là, c'est un chiffre de 2012 qui est assez ancien. Je dis qu'il est assez ancien parce que vu l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation, je pense que le chiffre aujourd'hui est beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, en 2012, on avait 11% de personnes dans l'UE qui étaient touchées par la précarité énergétique. Et une grande majorité de ces personnes étaient des femmes seules, donc soit des mères isolées, soit des femmes âgées. Les femmes qui ont de manière globale dans la société des conditions beaucoup plus précaires économiquement que les hommes, donc subissent de plein fouet la précarité énergétique. Elles vivent plus souvent dans des logements mal isolés et donc ont plus souvent aussi des plus grosses factures de chauffage. Et puis si on change de géographie pour ne pas rester uniquement avec un point de vue occidental, si on regarde d'autres chiffres que j'ai pu trouver donc dans le sud global et en particulier dans les régions rurales, en fait, dans les régions qui n'ont pas encore suffisamment accès à l'énergie et notamment à l'électricité, donc où les populations sont encore très dépendantes de collecter en fait tout simplement du bois pour pouvoir à la fois se chauffer et pour la cuisson. Dans ces régions-là, on voit que ce sont le plus souvent les femmes qui s'occupent de ce travail de collecte du bois, les femmes et les filles, et c'est un travail qui représente jusqu'à 20 heures par semaine, donc un travail qui leur empêche en fait de pouvoir soit aller à l'école, soit travailler, soit faire d'autres activités de loisirs notamment. Donc des femmes qui ne sont pas en position de décider du futur énergétique, mais qui subissent plus fortement la précarité énergétique. Ça, c'est le constat qu'on fait dans cette présentation et pour dire que l'énergie, en fait, reste réellement encore un monde d'hommes et qui impacte beaucoup plus négativement les femmes. Alors, comment est-ce que l'énergie, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait dans cette présentation ce soir, c'était de croiser les réflexions qu'on peut avoir autour des systèmes énergétiques et des réflexions féministes, et donc de se demander comment l'énergie pourrait contribuer à une société beaucoup plus égalitaire. Et pour ça, j'ai envie qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on repense le problème, voilà, en prenant vraiment beaucoup de recul et simplement en s'intéressant déjà à l'énergie en tant que concept, en tant que mot. En fait, c'est un concept qui est très lié aux structures de pouvoir et de domination. Et juste si on regarde simplement le mot, en fait, énergie, le mot par exemple électricité en anglais qui se dit power, donc qui est directement lié à la notion de pouvoir, mais aussi en français, quand on regarde quelle est la capacité de production d'énergie d'une centrale électrique, quelle qu'elle soit, on s'intéresse à sa puissance installée. C'est le terme qu'on utilise. Quelle est la puissance installée d'une centrale nucléaire ou d'un parc éolien? Donc on voit qu'on est toujours sur ces concepts de puissance, de pouvoir et derrière aussi de domination, parce que finalement, la première énergie qui a été utilisée par l'humanité, c'est l'humain lui-même, c'est la force humaine et la force animale qui ont été les premières sources en fait, d'énergie utilisées. Et donc on voit que déjà là, se mettent en place des enjeux de comment j'arrive à utiliser la force de l'autre si pas la mienne, et donc comment je mets en place des structures de domination pour pouvoir utiliser cette énergie. Aujourd'hui, le système énergétique dans lequel on vit est organisé autour des énergies fossiles.
et de l'énergie nucléaire en France. Et ce sont en fait des choix de société capitalistes, puisque ce sont des choix de société, des choix de concentrer les moyens de production dans les mains d'une minorité. Ce sont des moyens de production qui sont extrêmement centralisés, qui nécessitent des réseaux très, très centralisés et pilotés au niveau de l'État et qui contribuent en fait à l'accumulation de capital et qui utilisent notamment des énergies qui sont très stockables. Alors, pour développer cette idée-là et pour développer en fait finalement toutes les idées dans cette présentation, je me suis intéressée à ce livre qui est très intéressant et dont je vous recommande la lecture. Donc un livre qui, dans sa traduction française, regroupe 3 articles d'une universitaire américaine qui s'appelle Kara Newt-Tagit. Le livre en français s'appelle Pétromasculinité, ça a été publié aux éditions Wild Project. Et Kara Newt-Tagit s'est vraiment intéressée à la manière en fait dont les systèmes énergétiques façonnent nos imaginaires et nos cultures. Elle se dit quelle narration se met en place autour de nos systèmes énergétiques, qu'est-ce que ça raconte en fait de la société et qu'est-ce que ça véhicule comme idée dans la société. Et pour elle, donc elle s'est beaucoup intéressée à ce qui se passe aux États-Unis, donc l'énergie reine aux États-Unis c'est le pétrole, et elle explique à quel point c'est un style de vie, c'est une culture, c'est des récits, et en fait ce sont des structures, ce sont des cultures et des récits qui ne sont pas du tout neutres du point de vue du genre. En fait, ce sont des cultures et des récits qui sont extrêmement genrés, qui sont extrêmement masculins, en fait, et qui structurent du coup une société qui est très patriarcale. Et c'est vrai qu'un des récits, par exemple, moi je trouve auquel on peut penser, et quand on pense à la culture américaine et à la culture cinématographique, on a cet exemple aussi du road movie, du fait qu'on peut explorer les grands espaces grâce à une voiture, par exemple. Et donc là, on est vraiment sur un modèle culturel d'exploration qui est entièrement fondé sur le pétrole et sur l'utilisation du pétrole. C'est un exemple parmi d'autres, mais elle en donne plein dans son livre. Elle fait le lien aussi avec la base politique de Trump qui valorise la pollution et qui utilise en fait les voitures les plus polluantes possibles pour se vanter de polluer. Il y a plein de récits très intéressants comme ça dans son livre. Et donc, ce qu'elle explique finalement, c'est que pour arriver à une société plus égalitaire dans le secteur de l'énergie, mais pas que, et je pense qu'on peut dire dans cette présentation, c'est que si on veut arriver à un monde de l'énergie qui est plus égalitaire entre hommes et femmes, il ne suffit pas de changer la structure de l'entreprise ou de la coopérative pour parler d'Enercop, il ne suffit pas de changer les structures de travail, mais il est nécessaire aussi de changer de manière globale la structure du système énergétique et de changer des récits autour de l'énergie, en fait, puisque on est pris dans ce récit qui est beaucoup plus global. Et donc, naturellement, elle parle de transition énergétique, puisqu'il faut sortir de ce récit du pétrole, de ce qu'elle appelle le mythe fossile. Et donc, on peut se poser la question, et moi j'ai envie de poser la question, la transition énergétique telle qu'on la voit aujourd'hui est-elle féministe? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de transition et Kara Newt-Tagit, et c'est pas la seule, parce que je sais qu'Andreas Malm a parlé de la même chose. En fait, ils se sont intéressés à la manière dont on avait transitionné d'un système énergétique à un autre au cours de l'histoire. Et en fait, ils se sont rendus compte que les transitions énergétiques au cours de l'histoire sont à la fois impulsées donc, par des découvertes technologiques, mais surtout par des logiques de pouvoir. C'est-à-dire que parmi toutes les découvertes technologiques que l'on fait, lesquelles permettent au pouvoir en place de conserver le pouvoir, de s'assurer le pouvoir, et quelles technologies permettent d'accumuler le plus de capital. Et toutes les transitions énergétiques, qu'elles soient importantes ou plus petites au cours de l'histoire, elles s'intéressent à des changements d'ensemble, en fait, le passage notamment aux fossiles. Mais si on s'intéresse à un exemple beaucoup plus récent, par exemple, dans l'Angleterre des années 70-80, on passe assez rapidement en fait du charbon au gaz, à la fois parce qu'on se met à explorer, à produire plus de gaz donc, dans la mer du Nord et à l'importer au Royaume-Uni, mais aussi pour des logiques économiques et sociales. On est sous un gouvernement Thatcher. Les grèves des mineurs, en fait, des mines de charbon ont paralysé l'économie
pendant des mois. Et le gaz, en fait, est une énergie qui nécessite beaucoup moins d'employés, beaucoup moins d'ouvriers, qui ne peut pas être bloquée de la même manière que le charbon. Donc, on ne peut pas bloquer l'économie aussi facilement avec le gaz qu'avec le charbon. Et donc, on voit qu'il y a des logiques de pouvoir et des logiques économiques qui structurent, en fait, les choix énergétiques. Et rapidement, pour passer sur cette notion, mais je crois que vous en avez déjà entendu parler peut-être dans d'autres webinaires, le terme même de transition énergétique aujourd'hui par rapport à ce qui est mis en place par nos gouvernements peut être tout à fait contesté puisqu'on voit qu'on ne sort pas des énergies fossiles, on ne sort pas du nucléaire non plus, simplement on rajoute un petit peu d'énergie renouvelable pour faire face à d'éventuels besoins de consommation d'énergie supplémentaire. Alors, si on essaye réellement de sortir des énergies fossiles, hein, si on n'est pas seulement dans une logique d'addition énergétique, mais de réelle transition vers des énergies renouvelables, quelles sont, ceci dit, les limites auxquelles on est encore confronté, en fait? Pour qu'une transition soit féministe, est-ce qu'il suffit de sortir des énergies fossiles? Eh bien, non. Je pense que la vraie logique à suivre donc, est de sortir de la logique capitaliste. Pourquoi? Parce que les problèmes auxquels on se confronte aujourd'hui avec la transition énergétique technosolutionniste que nos gouvernements essayent de mettre en place, c'est qu'on ne cherche pas en fait à sortir des logiques de rentabilité des investissements. En fait, aujourd'hui, les renouvelables qu'on est en train de développer, d'ajouter sur nos territoires pour produire de l'énergie sont d'abord vus comme des investissements avec une exigence de rentabilité. Derrière, il y a des investisseurs qui sont prêts à apporter des capitaux pour développer ces énergies, mais il y a une exigence de rentabilité qui est forte et qui nécessite en fait de rester dans cette logique de croissance de consommation d'énergie. Parce que si on baisse en fait la consommation d'énergie, ces nouveaux moyens de production ne vont pas forcément trouver preneur. Et puis, par ailleurs, les systèmes énergétiques dans lesquels on fonctionne, à la fois du point de vue économique, c'est-à-dire avec des marchés des énergies qui ont été mis en place par les réglementations européennes et qui imposent une libre concurrence dans le fonctionnement en fait, des systèmes énergétiques. Et puis, par ailleurs, le fonctionnement aussi en réseau. Tout ça est organisé au niveau soit national, soit européen, et donc pose des contraintes fortes sur les acteurs qui voudraient se réapproprier la question énergétique au niveau plus local, en fait, territorial. Parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, de ça dont il s'agit derrière, c'est d'aller vers une démocratisation de l'énergie, vers une réappropriation citoyenne des choix énergétiques. Et donc, cette contrainte au niveau européen et national aussi freine ce mouvement-là. Donc, pour une transition énergétique, je pense qu'il est important de se poser d'autres questions. Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de qu'est-ce qui va produire de l'énergie, quel type d'énergie on utilise, mais on se pose moins la question de en quelle quantité on utilise de l'énergie, à quelle fin, pour qui et pourquoi. Et dans son livre, en fait, Kara Mutajet nous invite réellement à nous poser beaucoup plus ces questions que simplement le type d'énergie utilisée. Pour elle, la consommation d'énergie, ça relève vraiment d'un choix éthique et politique, et autant que la production. Aujourd'hui, quand on parle vraiment de sobriété énergétique, quand on parle de baisse de la consommation d'énergie, on pense beaucoup au fait de devoir isoler les bâtiments, ou penser à isoler les bâtiments, rénover les bâtiments pour éviter le gaspillage énergétique, éviter le gaspillage de chauffage et moins consommer d'énergie donc au niveau domestique. Mais on n'est pas en train de se poser des questions plus éthiques et plus politiques de qu'est-ce qui consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui. Par exemple, le développement de l'intelligence artificielle, le développement de ChatGPT est extrêmement énergivore. Est-ce que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour l'humanité de développer en fait ces nouvelles technologies, ou est-ce qu'il n'y a pas dans un monde en fait où tout le monde n'a pas encore accès suffisamment à l'énergie et dans des bonnes conditions. Donc il y a vraiment une question à se poser sur la répartition de l'énergie actuellement disponible, et pas simplement d'être toujours dans une logique de rajouter en permanence des nouveaux moyens de production d'énergie, même s'ils sont décarbonés. Alors,
on est avec Enercop ce soir, donc je voulais parler des coopératives, mais je parle des coopératives de manière générale aussi dans mon livre, parce que je pense que c'est réellement un modèle économique qui amorce une sortie du système capitaliste, dans la mesure où on n'est pas en train d'essayer de rémunérer des actionnaires, on est plutôt dans une logique économique où des citoyens et des citoyennes se mettent ensemble pour se réapproprier des questions politiques, pour se réapproprier en fait des moyens de production et pour faire des choix ensemble. Donc on est plutôt sur une logique de commun. Et pour moi, les coopératives constituent en fait un premier pas vers une transition énergétique plus féministe. Et notamment l'organisation donc, en coopérative à un niveau local. Pourquoi? Parce que ça permet aux citoyennes et aux citoyens sur un territoire, autour de ce territoire, en fait, de se réapproprier non seulement la question énergétique, mais aussi les moyens de production. Il y a pas mal d'exemples de coopératives, d'ailleurs aussi, pas qu'en France, mais en Allemagne, où les citoyens se mettent ensemble pour développer en fait, des moyens de production renouvelables. Donc, on est vraiment sur à la fois un changement d'échelle pour le pilotage en fait, de ces énergies, mais aussi sur l'idée que ce choix nous appartient et on se sent sans doute plus responsable aussi dans le choix de ces moyens de production énergétique et aussi dans la manière dont on consomme. Et puis aussi parce que ce modèle coopératif, donc, puisqu'on n'a pas besoin de rémunérer des actionnaires, on n'est pas forcément dans une logique de rechercher un profit à tout prix. Et donc, les énergies renouvelables qui sont développées par les coopératives ne sont pas de simples lignes d'investissement pour un fonds d'investissement. Donc, elles sont là parce qu'elles ont une utilité et parce qu'il y a une demande en face. Alors, néanmoins, et je crois que c'était aussi le constat que vous aviez fait quand vous aviez imaginé ce séminaire, c'est que vous constatez que l'énergie reste un monde d'hommes, même dans le cadre des coopératives. Donc le modèle coopératif ne suffit pas, il y a encore beaucoup d'obstacles pour l'égalité de genre, mais pour l'égalité de manière plus générale et pour construire un monde un peu plus égalitaire. Donc le modèle coopératif ne suffit pas. Pourquoi elle ne suffit pas? Parce qu'en fait, tant que la société tout entière ne change pas de modèle, tant qu'on n'arrive pas à déconstruire en fait cette société qui reste très patriarcale encore aujourd'hui, les logiques de domination et de discrimination vont finir par se retrouver dans les structures de l'entreprise ou de la coopérative, même si on met en place des plans de sensibilisation aux stéréotypes de genre, même si on met en place des mesures pour plus d'inclusion des femmes ou d'autres minorités. En fait, ces logiques se remettent en place toujours. Donc ça nécessite à la fois des efforts constants et répétés sur ce sujet, mais ça demande aussi un changement plus global sur lequel malheureusement on n'a pas de prise au niveau de l'entreprise ou de la coopérative. Et puis il y a le fait que les coopératives fonctionnent encore aujourd'hui dans un système de marché capitaliste, dans une économie néolibérale. Et donc, elles sont confrontées toujours à ces contraintes que j'évoquais plus tôt et qui sont aussi des contraintes par rapport à l'organisation du système énergétique au niveau national et européen, à la fois de réseau et de marché. Donc, j'arrive sur mes slides de conclusion et après, je pense que ce sera intéressant d'avoir un échange beaucoup plus interactif plutôt que je déroule avec un monologue toutes ces idées. Et donc, je voulais vous laisser en fait avec ces idées-là. D'abord, le fait que garder en tête que le capitalisme en fait solutionne ces problèmes-là, à la fois le problème de la transition énergétique, le problème du changement climatique et le problème des inégalités hommes-femmes, il solutionne avec des quotas, mais il ne change pas en fait la structure du système. Donc, on va mettre des pourcentages de femmes en entreprise minimum, on va mettre des pourcentages minimums de renouvelables à avoir dans le mix énergétique, mais on n'est pas en train de changer la structure globale du système. Et gardez aussi en tête que le capitalisme a besoin d'inégalités pour fonctionner. En fait, il se sert de ces inégalités pour perdurer, pour prospérer. Et donc, même si on arrive à introduire plus d'égalité entre certains hommes et certaines femmes, par exemple dans les conseils d'administration des entreprises ou à certains postes, on recrée derrière des inégalités entre ces femmes qui ont accédé à des meilleurs postes et d'autres individus dans la société. Ces inégalités se reconstituent systématiquement tant qu'on ne change pas la structure plus globale du système.
et donc, en conclusion, j'avais envie de vous laisser avec 3 mots pour faire face au quota solutionnisme et au technosolutionnisme. Euh, Ces mots, c'était donc sobriété, donc à la fois penser d'abord la question de la consommation d'énergie et pas la production. C'est-à-dire que c'est évident que on doit aller vers une société, une économie qui consomme moins et qui donc derrière produit moins. Donc penser la sobriété, penser les usages, pas seulement de l'énergie, mais tout le système de consommation. Euh, Pensez aussi la décélération de nos modes de vie, du système dans lequel on vit. Je pense qu'on a besoin euh, d'être dans une société qui consomme moins, produit moins et travaille moins pour avoir globalement plus de temps pour se consacrer à d'autres choses, et notamment aux pratiques de care. Je pense qu'on est dans une société qui déconstruit petit à petit en fait chaque morceau de care, que ce soit dans les institutions publiques, mais aussi entre les individus. On est dans une société qui est quand même de plus en plus individualiste. Et je pense qu'en fait, remettre ces 3 mots, remettre ces 3 notions au cœur de la manière dont on pense en fait nos systèmes énergétiques, notre société et notre économie pourrait nous amener à aller vers derrière un monde un peu plus égalitaire et une transition énergétique qui soit un peu plus féministe et un peu plus égalitaire. Voilà, je vous remercie et du coup, je passe la parole à Éléonore. Oui, merci Sandrine. Avant de passer la parole à Eleanor, est-ce que tu veux bien continuer à passer les slides? Comme ça nous Oui, évite de faire une manif de changement. C'est parfait, super, merci beaucoup. J'avais peur de nous laisser avec un petit sentiment d'angoisse, mais je trouve que ta conclusion est au contraire pleine d'espoir et de chantiers et de défis à relever, donc c'est très chouette. Euh, je retiens de ce que tu as dit que être une coopérative, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Donc, c'est intéressant qu'on regarde un peu effectivement comment on se situe. D'ailleurs, il y a eu des questions dans le chat. J'ai vu Christophe qui nous disait, mais vous en êtes où exactement à Enercop, dans les CA, c'est comment l'égalité, etc. Donc, on va aborder ce point-là sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a mis en place. Euh, Globalement, c'est ce que tu disais, on s'aperçoit que même chez nous, même en coopérative, même en réseau de coopératives, on constate qu'on n'est pas encore complètement à l'égalité. Donc, quelques chiffres, 2 tiers des sociétaires Enercop sont des hommes. Voilà, les hommes représentent 55 à 75% des conseils d'administration de nos coopératives. Et la très grande majorité des postes de direction est occupée par des hommes dans les coopératives du réseau. Voilà, ça c'est pour le côté, on a encore du travail, y compris chez nous, et pour balayer devant notre porte. Mais ceci étant, on commence à faire des choses. Tu peux peut-être nous mettre la slide suivante. Puisqu'on a bien conscience du problème, il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place. J'ai donné 2 petits exemples locaux. Je vais donner 2 petits exemples locaux. Premier exemple local en Midi-Pyrénées. En Midi-Pyrénées, où il y a une politique d'encadrement de l'échelle de salaire assez stricte, puisqu'il y a 2 niveaux de salaire, un niveau, on va dire, entrant et un niveau expérimenté, et qui ne fait pas de différence qui arrive à être égalitaire entre les hommes et les femmes en réalité. C'est plutôt l'expérience qui amène à passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Et sur les 16 salariés, c'est équilibré pardon, entre les hommes et les femmes. Bon, j'ai dit que la plupart des dirigeants de coopératives Enercop étaient des hommes. C'est vrai dans le réseau, mais ça n'est plus vrai à Enercop National, où on a un comité de direction qui est paritaire, 2 hommes, 2 femmes. Et on va en venir à l'exemple le plus intéressant. Et pour ça, je vais passer la parole à Éléonore après m'être excusée platement parce que je t'ai présenté en disant que tu venais de Pays de la Loire. J'étais bien à l'ouest, mais pas au bon endroit, puisque Éléonore, tu es présidente d'Enercop Normandie, comme l'a fait remarquer Mathilde. Heureusement que je n'ai pas dit que tu venais d'Enercop Bretagne. Donc, pardon pour ce petit loupé. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place chez vous en Normandie face à ce constat justement du manque de femmes candidates et élues dans vos instances de gouvernance? Bien, avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis présidente d'Enercop Normandie depuis juin 2021 et donc j'exerce ce mandat à titre bénévole et j'ai été élue dans le cadre d'une élection sans candidat ou sans candidate. Je pense que c'est
aussi potentiellement un levier pour faire émerger des profils un peu différents sur des postes à enjeu et impactants. Donc, je suis ravie de partager avec vous ce soir l'initiative qui a pu être prise en Normandie. Donc, c'est une initiative qui est finalement assez ancienne, hein, puisqu'elle a été engagée dès 2017, soit 2 années après la création des NERCOP Normandie, où la priorité pour la constitution du CA dans un premier temps a été de veiller à ce que l'ensemble des catégories de sociétaires puissent être représentées du mieux possible. Donc, à la fois, évidemment, les usagers clients, mais également les producteurs, productrices, des personnes soutien, les collectivités territoriales, etc. Et une fois que ce travail a été réalisé, quel constat? Le constat, c'est qu'on se retrouve avec un conseil d'administration qui est exclusivement masculin. Face à cet état de fait, une volonté politique forte a été de s'atteler à la problématique avec une volonté de féminiser ce conseil d'administration. Et pour ça, il a pu être recouru. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a recouru à un levier qui était prévu dans le règlement intérieur de la coopérative, à savoir le tirage au sort. Donc ça, c'était prévu dans notre règlement intérieur, sauf que là, cette fois-ci, ce qui a été décidé, c'était que le tirage au sort, il allait cibler exclusivement des sociétaires femmes. Donc à 3 reprises, hein, pendant 3 années, il y a toute une liste de sociétaires femmes qui ont été tirées au sort. À partir de cette liste, donc dans l'ordre du tirage, le président ou des administratrices qui avaient intégré le CA ont pu prendre contact avec les sociétaires concernés, leur expliquer quelle était la démarche, en quoi consistait un mandat d'administratrice, les inviter à pouvoir venir découvrir comment se déroulait une séance et voir si elles-mêmes, elles se sentaient de pouvoir se projeter en fait par rapport à ce genre de mandat. Et donc, grâce à ça, on va dire qu'en moyenne, parmi le nombre de postes pourvus, il y a à peu près un tiers du conseil d'administration qui est constitué de femmes. Alors, les avantages que ça a, il y en a, je peux en citer quelques-uns à titre d'illustration. Eh bien, déjà, ça permet d'attirer d'autres femmes, hein. J'en suis un exemple type, puisque clairement, si j'avais pas vu que la coopérative avait engagé ce genre de démarche, je crois que j'aurais jamais osé aller, voilà, proposer d'assister à un conseil d'administration. Je pense qu'aussi c'est un vrai challenge peut-être pour certaines coopératives parce que ça nous oblige vraiment, dès lors que les personnes n'ont vraiment pas un profil technique, à repenser la manière dont on construit nos parcours d'intégration, sur comment est-ce qu'on accueille les nouvelles personnes, et donc à vulgariser un maximum les choses, ce qui est aussi bénéfique, hein, pour l'ensemble du sociétariat, puisqu'on a ces enjeux qui nous tiennent tant à cœur de permettre à un maximum de citoyens et de citoyennes de se réapproprier les enjeux liés à l'énergie. Pour moi, un autre avantage que j'y vois, c'est que ça oblige aussi finalement le collectif à avoir une vraie vigilance sur la manière dont est organisée et répartie la prise de parole, hein, parce que je pense qu'effectivement, certaines femmes, parfois, alors je pense que c'est aussi le cas d'hommes, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais vont peut-être se sentir moins légitimes pour prendre la parole. Et dès lors qu'on l'organise, par exemple, avec des tours de clarification pour démarrer à introduire un sujet, bon, bah, c'est plus simple. Et puis même, ça a amené, je pense que parfois, peut-être la possibilité, le droit de dire, ah bah, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et donc, ça, c'est aussi un vrai plus parce que je pense que des fois, on s'est aperçu que finalement, la maîtrise, elle était aussi un peu que de façade. Pour moi, l'autre avantage que j'y vois, c'est que pour les femmes qui n'ont pas des profils techniques, elles vont peut-être avoir aussi assez souvent des réflexes de se référer aux besoins et aux attentes du sociétariat. Je vois aussi souvent une appétence assez marquée pour les enjeux démocratiques au sein de la coopérative. Donc ça, je pense que c'est aussi ce qui fait venir voilà, souscrire un certain nombre de personnes sur le projet NRCOP. Après, je dirais que sur les contraintes, on n'a pas tout solutionné. Ça a pu faire émerger certaines problématiques de type le garde d'enfants. Donc là, pareil, on n'a pas toujours trouvé les solutions, hein. On a identifié une enveloppe pour permettre d'indemniser en fait des babysitters. Mais
c'est pas toujours le frein financier qui est là, donc on voit que les freins culturels finalement sont encore extrêmement présents. Ce qu'on peut constater aussi encore, c'est parfois, alors pareil, là encore pas de généralité, mais parfois un enfermement, un réflexe d'aller occuper certains rôles types. Hein, je pense notamment à des rôles de secrétariat, des femmes qui vont plus facilement se proposer sur de la prise de notes, ou alors dans l'organisation d'événementiels qui vont aller sur des tâches du type organisation des repas, les invitations, ce genre de propositions. En tout cas, le travail est loin d'être fini et demeure à poursuivre, hein. Dans le cadre du plan stratégique régional de la coopérative, on s'est fixé comme objectif d'atteindre la parité d'ici 2027. Comme je le disais en introduction, finalement, le conseil d'administration, c'est loin d'être le seul lieu où il est important de réfléchir à comment est-ce qu'on peut associer plus et mieux les femmes. Donc, je pense à l'équipe salariée et je pense aussi à deux instances de direction, puisque contrairement à une ERCOP nationale, chez nous, le CODIR est loin d'être paritaire. Il y a une femme et quatre hommes. Mais en tout cas, je suis très sereine parce que je pense pouvoir compter sur le réseau qui a inscrit dans ses axes stratégiques la nécessité d'institutionnaliser une stratégie sur l'égalité femmes-hommes. Et je suis vraiment ravie du webinaire de ce soir et j'ai hâte de voir tous les questionnements que vous pouvez toutes et tous avoir. J'ai hâte qu'on puisse échanger. Merci Éléonore. Tu n'as pas dit que si le réseau avait dans son ensemble inscrit cet objectif dans ses axes stratégiques, c'était sur une inspiration directe de la Normandie. Peut-être tu peux départager ton écran, je te propose, Sandrine, comme ça sera plus agréable pour les participants. Ils verront mieux les gens qui leur répondent. On a déjà quelques questions. Alors, je vais en profiter pour redire un grand merci aux chevilles ouvrières de ce webinaire que vous ne voyez pas, mais qui sont attachées à vous répondre sur les questions que vous posez sur l'onglet Q&A. Je pense évidemment à Mathilde, Mélissa, Nina et Julie qui ont répondu aux questions auxquelles on pouvait répondre tout de suite et qui vont nous aider à répondre aux questions qui méritent qu'on y revienne un peu plus longtemps. Et on va commencer avec deux questions de clarification sur ce que tu as apporté, Sandrine. Michel et Céline nous demandent, pardon, vous dites le capitalisme a besoin d'inégalités pour fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme, s'il vous plaît? Et la deuxième question de Clarif, elle est posée par Patrick qui nous dit, mais qu'est-ce que c'est le CARE? Ah ok. Je crois qu'on va pas avoir assez de 20 minutes pour expliquer pourquoi le capitalisme a besoin d'inégalités, mais euh, C'est que le les capitalisme. Clarifs, après, il y a des questions de fond. Ok, après, le capitalisme s'est mis en place grâce aux inégalités. Quand le capitalisme se met en place, notamment au XVIe, XVIIe siècle, il se met en place notamment grâce à l'appropriation de terres, mais aussi à l'appropriation de corps, et notamment des esclaves et au travail gratuit des femmes. Donc, il exploite en fait un différentiel de valeur déjà entre individus. Là où je voulais dire aussi que le capitalisme a besoin des inégalités pour fonctionner, c'est un exemple tout simple en fait. Aujourd'hui, si une femme veut monter à un niveau très élevé dans une entreprise, devenir une cadre supérieur, prendre des fonctions dirigeantes, etc., c'est exactement le sujet que soulevait Éléonore, c'est qui garde ses enfants si elle en a, qui s'occupe de son foyer, etc. En fait, elle a besoin de s'appuyer sur d'autres personnes. On a tous et toutes besoin de s'appuyer sur d'autres personnes, même si on ne peut pas le reconnaître, pour fonctionner en société, mais pour travailler énormément, et c'est ce que le capitalisme néolibéral nous pousse à faire, on a besoin de s'appuyer sur d'autres personnes. Or, si ces personnes étaient payées autant que vous n'auriez aucun intérêt en fait à prendre ces positions très élevées en entreprise. En tout cas, vous ne pourriez pas y arriver. Donc, vous avez besoin en fait d'exploiter le différentiel de valeur avec d'autres personnes et de vous appuyer sur des personnes qui sont dans une condition beaucoup plus précaire. Donc là, je parle des personnes qui peuvent garder vos enfants, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous livrer vos repas en Uber ou pour d'autres types de services. Par rapport au care, donc le care qui est le mot anglais pour dire le soin, mais c'est un concept très large qui était théorisé en sens social et qui fait référence à toutes les pratiques de soins au sens très large. Donc ça peut être le soin à l'hôpital, ça peut être le soin aussi d'éducation,
Ça peut être simplement le soin apporté par des parents à leurs enfants, par des personnes, par des personnes aidantes à des personnes qui en ont besoin, mais ça peut être aussi tout ce qui est de l'attention émotionnelle, du travail émotionnel, du soutien en fait apporté à d'autres personnes. Et c'est quelque chose que en fait notre société détricote petit à petit, détricote toutes les structures de soins et nous amène à penser qu'on fonctionne de manière très individuelle et sans avoir besoin de personne, mais c'est assez faux. Merci pour ces clarifs. On va rentrer dans des questions un peu plus de fond qui nous sont arrivées. Je vais les prendre dans l'ordre. Sonia commence par un témoignage avant de nous poser une question. Elle nous dit: La semaine dernière, j'ai participé à l'imprévu à un atelier co-animé par l'ADEME sur les 4 scénarios de neutralité carbone en 2050, dont 2 scénarios planifiaient 6 ou 10 nouveaux réacteurs nucléaires et l'augmentation de la consommation, dans du pur technosolutionnisme. Réduire l'écologie au carbone et l'énergie me fait peur. La vision large serait-elle une caractéristique principalement féminine? Je me suis dit que tu allais beaucoup aimer répondre à une petite question essentialiste. On peut lier cette question de Sonia à une remarque que nous fait Alain, qui nous dit: Que pensez-vous d'Anne Lauvergeon? Ça va nous permettre d'illustrer peut-être la réponse à cette question de Sonia sur est-ce qu'une vision large, c'est une vision... Est-ce que les Ok. femmes ont par nature une Alors les femmes n'ont pas par meilleure? nature une vision plus juste de la transition. C'est effectivement un courant de l'écoféminisme qui invite à nous penser de cette manière-là. Mais donc, il y a des questions finalement sur les choix du nucléaire. Et du coup, Anne Lauvergeon, j'imagine, aussi illustre cette question sur le choix du nucléaire, qui est une solution à la fois très technosolutionniste, mais aussi extrêmement patriarcale. Je pense que l'énergie nucléaire est une des énergies les plus patriarcales qui existent dans la mesure où bon, c'est une énergie assez opaque, mais c'est une énergie qui est, c'est finalement celle qui a besoin des plus grandes infrastructures, des plus grands réseaux pour fonctionner. Donc, on est vraiment dans une logique de croissance continue de la consommation d'énergie, de pouvoir passer ces pics de consommation en permanence et de grandes infrastructures qui ne peuvent être pensées d'ailleurs que par une petite minorité de la population et d'ingénieurs. Et donc, on est vraiment sur une logique d'une énergie qui concentre le pouvoir dans les mains de quelques personnes. Pour citer par exemple Caroline Merchant, qui est une des grandes écoféministes américaines des années 80, vraiment, elle trouve que l'énergie nucléaire, c'est vraiment le parangon du patriarcat. Donc non, comment dire, pour répondre aux deux questions, effectivement, aller vers plus de nucléaire, aller vers du décarboné, mais technosolutionniste, c'est pas la bonne solution. Et les femmes ne pensent pas forcément la transition énergétique, mais c'est pas une caractéristique féminine de penser la transition énergétique de manière plus juste. Alors du coup, il y a Diane ça va faire un lien avec ce que tu viens de dire. Diane nous demandait si la transition énergétique pouvait se faire sans le nucléaire ou s'il faudra forcément un mix. Je vais peut-être commencer par donner la position d'Enercop sur le sujet. Peut-être tu auras envie de compléter par la suite. Enercop s'est constitué en 2005 au moment de l'ouverture sur les marchés à l'initiative de gens qui venaient de Biocop, de Greenpeace, des Amis de la Terre, des gens qui avaient une préoccupation écologiste, environnementale assez forte et qui étaient très antinucléaires. Et cette identité est restée 18 ans plus tard. Donc, nous, à Enercop, on pense que l'avenir, c'est un avenir qui repose sur un mix renouvelable. Et en fait, on s'inscrit là-dedans exactement dans les traces des travaux que conduisent une association qui s'appelle Negawatt, qui dessine un avenir qui repose sur, j'allais dire, sur 3 pieds. Ça fait un peu beaucoup de pieds pour un humain, mais il va falloir bien ça pour la transition énergétique, qui sont du renouvelable, de la sobriété et de l'efficacité. Et en ça, ce que vous dites, Diane, Sonia également, effectivement, ça, c'est ce que tu disais toi-même dans ton exposé, Sandrine. L'idée n'est pas de remplacer l'électricité fossile par autant d'électricité renouvelable, l'idée est bien de réfléchir à nos usages et à rentrer dans une meilleure maîtrise de nos usages. C'est ce qu'on appelle la sobriété. C'est pas que des petits gestes, ce sont des petits gestes, mais ce sont aussi des politiques publiques
qui vont amener à une sobriété collective, pensée, construite, orchestrée. Et ça comprend également ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et notamment ce qui va nous amener à nous intéresser à toute la rénovation des bâtiments, puisqu'il y a aujourd'hui un grand nombre de gens qui vivent dans des passoires énergétiques, donc qui aimeraient bien consommer moins, mais qui ne peuvent pas, puisque leur logement sont des passoires et donc ils sont obligés de chauffer énormément pour avoir un tout petit peu de chaleur chez eux. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans cette ligne-là, renouvelable, mais qui ne marchera que si on a avancé assez nettement sur ces questions de sobriété et d'efficacité énergétique. Et je crois qu'on peut dire que Enercop était sans doute le premier fournisseur d'électricité qui encourageait ses clients à consommer moins d'énergie. Maintenant, c'est un peu plus la mode, d'autres le font. Mais au départ, je pense qu'on était vraiment les premiers sur ce credo-là. Je ne sais pas si tu veux dire un peu un mot de la place du nucléaire dans le mix. Bah, effectivement, c'est un choix qui doit être couplé à une réflexion sur quelle énergie on consomme, à quel niveau on consomme. Et donc, c'est vraiment une réflexion sur les usages qu'il y a à avoir. Euh, et pour accrocher aussi avec la réponse que je faisais avant, si la France a fait le choix du nucléaire, c'est parce qu'elle n'avait pas de pétrole, c'est parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'énergie fossile. Ce qu'ont pu faire notamment le Royaume-Uni ou l'Allemagne, développer les énergies fossiles parce qu'elles en avaient. Donc c'était vraiment un enjeu de puissance en fait. C'est un enjeu de puissance et de pouvoir par rapport aux autres pays à côté. Le souci est que on a donc massivement développé cette énergie, que c'est 60-75% du mix électrique français, et que donc sortir de... En fait, ça apparaît plus simple de continuer avec cette énergie pour continuer de faire baisser les émissions de CO2 en France, plutôt que de sortir du nucléaire et de transitionner vers un modèle différent. Donc on s'est un peu piégé en fait dans ce système-là. Le fait qu'on a beaucoup de nucléaire conditionne aussi, par exemple, les choix de chauffage en France. Je crois qu'en hiver, 30% de la consommation électrique, c'est du chauffage. Ce n'est pas le cas, en fait, dans d'autres pays parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'électricité, donc ils ont recours à d'autres moyens de chauffage. Donc, on voit comment, en fait, on a fait des choix de politique publique, on a fait des choix de construction du bâtiment, etc., aussi en fonction de cette énergie nucléaire qu'on avait en abondance en France. Et donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut arriver à détricoter et déconstruire pour sortir du nucléaire et aller vers un mix 100% renouvelable et qui est très fonction aussi de la sobriété. Et on voit que ce sera une tâche qui ne sera pas du tout simple, mais qui, à mon avis, est faisable. Mais ça demande en fait des choix politiques vraiment d'envergure et forts. Et la population doit être évidemment associée à ces choix. Oui, donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout les choix politiques qui sont pris, hein, Non, parce pas du qu'effectivement, tout, on a puisqu'on va plutôt dans ce annoncé sens-là. la relance du nucléaire. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on a la responsabilité peut-être collective de s'intéresser à ce que font les politiques qui nous Mm. gouvernent en France et en Europe. Il y aura bientôt des élections européennes pour essayer d'influencer de meilleurs choix. Et plus Peut-être on d'ailleurs va... pardon, plus enfin là en fait c'est assez problématique ce développement de nouveaux réacteurs parce que déjà on voit les retards pris pour développer des nouveaux réacteurs nucléaires aujourd'hui, mais on s'enferme dans le problème. On continue en fait de s'enfermer dans le problème en développant de nouveaux réacteurs. Donc on ne s'attaque pas vraiment. Le plus tôt en fait on commencera à en sortir, le plus rapidement ce sera fait. Alors, je propose qu'on sorte un peu du nucléaire parce que ça pourrait nous occuper au moins 2 soirées entières, parce qu'il y a quelques questions quand même qui concernent plus cette question de la participation des femmes. Patrice qui demande comment on change de paradigme. Emmanuel qui nous dit comment faire en sorte que les femmes se sentent plus légitimes dans ce monde de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc là, Éléonore, je pense que tu as quand même un peu amené des pistes. Et un spectateur ou une spectatrice anonyme qui nous dit je partage votre constat, mais comment est-ce qu'on y remédie? On ne peut pas forcer les femmes à s'intéresser davantage ou à prendre un rôle dans le monde de l'énergie. C'est une problématique globale qui touche beaucoup de secteurs techniques et scientifiques. Alors, Alors, si je peux rebondir Vas-y, rapidement, Léonore. ouais, sur ce sujet-là, c'est vrai que je trouve la question vraiment intéressante et on voit bien le caractère un peu systémique et je pense qu'effectivement, il y a la manière dont sont structurées les formations scientifiques en France. Et moi, je voulais citer un ouvrage que je trouve assez intéressant, c'est Lettre ouverte aux ingénieurs qui doutent. Et en fait, c'est une personne qui va s'intéresser non pas aux ceux ou celles qu'on a appelés les bifurqueurs, bifurqueuses, c'est-à-dire qui vont un peu claquer la porte justement d'un modèle
purement capitalistiques et qui vont plutôt, voilà, mais ils ne s'intéressent pas à essayer de comprendre le déclic de ces personnes. Ils se disent, mais pourquoi, à l'inverse, il y a autant finalement de personnes qui restent, alors que finalement, à un moment donné, il y a une dissonance cognitive qui doit émerger. C'est-à-dire comment c'est difficile de travailler pour la pétrochimie. Enfin, voilà, je pense, Sandrine, il y a l'histoire du grand écart. Je pense qu'il est existant chez énormément de personnes. Et ce qui était intéressant, je trouvais, pour amener un petit peu des éléments de débat de ce soir, c'est que disait que peut-être dans les filières, on avait tendance aussi à trop souvent, on amène un problème technique, donc avec ces notions de technosolutionnisme, etc., et on demande à répondre à la question du comment. Mais effectivement, très souvent, rarement, on pose celle du pourquoi. Pourquoi faire? Et je pense qu'effectivement, donc pour moi, il y a deux leviers. Il y a à la fois permettre aux femmes d'investir tout ce secteur, et bien, c'est d'amener plus fréquemment les collectifs à se poser la question du pourquoi. Et à l'inverse, il y a tout un travail de déconstruction, je pense, qui est aussi engagé du côté des hommes. Et d'ailleurs, même sur les scénarios de transition qui ont été cités par certaines personnes qui assistent au webinaire, on voit bien que finalement, c'est pareil, c'est hyper technique, mais il y a très peu de sciences humaines. Et donc finalement, tous les enjeux liés à l'acceptabilité par les populations des transitions, c'est pas hyper développé. Donc je pense qu'il y a vraiment une plus-value très forte à mélanger hommes et femmes pour aborder tous ces sujets. D'ailleurs, il y a une question qui n'est pas posée dans le public, mais moi, je pense que ce serait intéressant quand même que tu nous en dises un peu plus, Éléonore. Tu as dit que tu avais été désignée dans le cadre d'une élection sans candidat et sans candidate, et que ça avait sans doute contribué au fait que bah, tu y arrives là où tu en es arrivé aujourd'hui au sein du conseil d'administration de l'ENERCOP Normandie. Est-ce que tu veux bien nous dire en quoi ça consiste? Oui, oui, tout à fait. Alors, je confirme, je ne me serais jamais présentée en l'occurrence. Alors, ça fait partie des milliers d'outils vraiment passionnant que j'ai découvert grâce à Enercop, l'élection sans candidat. Et effectivement, c'est une manière différente de procéder, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que des personnes se présentent, structurent un programme, débattent programme contre programme, parce que là, très souvent, on va se retrouver avec des positions hyper clivantes, alors que finalement, parfois, il y a des objectifs communs et que ça serait bien plus intéressant de mélanger les intelligences collectives sur comment est-ce qu'on peut s'organiser plutôt qu'être d'être en frontal pour pouvoir être élu. Aussi, la notion quand il y a des candidats, candidates, bah, voilà, ça fait émerger certains profils qui vont avoir plus d'aisance à prendre la parole en public, qui vont... Voilà. Et donc, l'élection sans candidat, c'est vraiment très différent. C'est un peu déstabilisant la première fois. Et par contre, c'est quelque chose qui est assez structuré. C'est pas une élection comme ça. C'est-à-dire que d'abord, il y a un premier travail qui est réalisé qui consiste à définir la fonction sur laquelle on souhaite trouver un candidat ou une candidate. Et après, c'est une organisation pareil avec des tours, c'est très structuré. Et en fait, à un moment donné, chacun, par rapport à l'attente du mandat, par exemple, chacun va être amené, au regard de la connaissance qu'il a de chaque membre du collectif, à dire, bah voilà, moi, je voterais, je crois qu'on peut par exemple mettre deux noms. Et donc, ça, c'est secret, bulletin secret. Et puis, il y a un facilitateur. Il y a une personne qui est désignée vraiment pour animer cette élection. Chacun après va exprimer pourquoi il pense que c'est cette personne-là qui correspondrait le mieux au mandat. Et donc après, il y a plusieurs tours. Alors c'est super, c'est intéressant parce que déjà, ça fait plutôt émerger des choses positives sur les différentes personnes. Ça permet de mieux se connaître voilà, et de fil en aiguille, il est possible de changer ses votes jusqu'à aboutir à voilà, quelque chose qui se dessine. Après, évidemment, la personne, elle n'est pas du tout obligée d'accepter. Il y a aussi des possibilités d'objecter. Voilà. Après, il y a divers modèles assez variés. Voilà. Mais j'espère avoir un peu pu permettre de mieux comprendre l'état d'esprit en fait de cette manière d'élire. Merci, Éléonore. On a une question, ça sera peut-être la dernière parce que il est déjà 19h58. Si vous êtes resté sur votre faim et que vous êtes sociétaire chez Enercop, vous pouvez continuer la discussion sur le village, le réseau social des sociétaires. On y répondra. Peut-être vous vous répondrez entre vous d'ailleurs. C'est souvent aussi assez intéressant d'avoir des échanges entre pairs. Et puis nous, on suivra la suite de cette conversation. Je voudrais qu'on termine avec la question de Véronique qui nous dit, est-ce que la question des inégalités de genre dans les coopératives n'est pas aussi à relier à une faible représentation des jeunes parmi les sociétaires et leurs instances décisionnelles? Donc, il y a très peu de jeunes chez Enercop dans les instances décisionnelles, c'est ça? C'est Et dans les sociétaires en général, je dans les dirais. sociétaires, Mm. oui.
Du coup, une question peut-être, est-ce que les jeunes s'intéressent à ces questions énergétiques, ou en tout cas, est-ce qu'ils se sentent, comment dire, autorisés ou en mesure de devenir sociétaires et de prendre part aux décisions? Je sais pas. Mais je pense que enfin, la question peut être posée pour toutes les minorités, toutes les personnes qui ne sont pas en situation dominante par rapport à d'autres. Donc c'est le cas des jeunes, ça va être le cas des minorités raciales, ça va être le cas du genre, ça peut être le cas pour d'autres problématiques, pour les personnes neurodivergentes, etc., qui peuvent se sentir moins légitimes à prendre part en fait parmi les sociétaires, à prendre des responsabilités ou à participer tout simplement au processus décisionnel. Je pense que toutes ces questions-là peuvent effectivement se recouper. Et du coup, je trouverais vraiment très très intéressante la possibilité qui était donnée et que tu expliquais, Éléonore, de pouvoir assister à un conseil d'administration, de pouvoir aller voir comment ça se passe, qu'il y ait une possibilité de demander des explications, que ce soit pas trop technique, qu'il y ait une vulgarisation. Je pense que ça, c'est des choses qui sont très importante pour décloisonner les choses en fait et dire que c'est ouvert et dire qu'on peut en fait participer à ces espaces l'élection sans candidat me semble aussi enfin, une solution justement pas que pour les femmes mais pour toutes les personnes qui se sentiraient pas autorisées à y aller. Merci beaucoup. On va s'arrêter là sur les questions. J'ai juste vu passer sur le chat une petite remarque, sans doute un peu, peut-être un petit peu ironique de Christelle qui disait, il y a autant de femmes que d'hommes qui s'expriment sur le chat, mais les questions des hommes sont beaucoup plus longues. Du coup, ça m'amène à vous dire qu'on mettra différentes ressources en ligne sous les vidéos, que ce soit sur le village pour les sociétaires ou sur la chaîne YouTube d'Enercop pour les non-sociétaires, avec notamment les ouvrages que vous avez cités l'une et l'autre pour que les participants à ce webinaire ou les spectateurs et spectatrices futurs puissent les retrouver. Peut-être qu'on mettra aussi un petit outil qu'on aime bien chez nous, qui est un compteur de temps de parole qui a été développé par Alternativa. Il y en a peut-être d'autres, nous on utilise celui-là, qui permet dans une assemblée de compter les prises de parole des hommes et des femmes. Et on s'aperçoit que quand on annonce à l'avance qu'on va faire ça, euh, les gens se contrôlent un peu. Et puis après, si c'est une réunion d'une journée, bah, à la mi-journée, on dit où est-ce qu'on en est. Souvent, on n'est pas à égalité. Les gens partent manger avec ça travaille un peu. Et l'après-midi, ça se rééquilibre pas mal. Donc, c'est un petit outil intéressant. Voilà, on me souffle dans l'oreillette que je dois encore vous dire que un questionnaire de satisfaction sera diffusé pour que vous puissiez nous faire vos retours sur ce webinaire. Bah, ça y est, je crois il est en cours. Donc pour les... Ah, c'est super. Vous êtes là, vous votez, vous êtes formidable. J'ai rien besoin d'expliquer pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et pour l'instant, tout à fait et plutôt oui. C'est une bonne nouvelle. Il y a un petit pourcent qui est plutôt non et c'est toujours dommage. Mais vous êtes plutôt oui ou tout à fait, très majoritairement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu as une deuxième question, Nina, que tu vas diffuser ou pas. Non, c'est tout. C'est tout. Donc, tu peux Super. conclure pendant que les gens répondent. Très bien, bah, n'hésitez pas à continuer à voter si vous le souhaitez. On va s'arrêter là pour ce webinaire sur la question de l'énergie, un monde d'hommes, point d'interrogation, une question qui était animée par une équipe de femmes. Donc merci à toutes, merci à Sandrine Olin et à Éléonore Gilbert, nos deux intervenantes. Merci aussi à Nina Marchais, Julie Benegui, Mathilde Galantouchi et Mélissa Kiani qui étaient aux manettes pour la préparation de ce webinaire, la réponse à vos questions sur le chat et qui ont mis toute l'huile qu'il fallait dans tous les rouages qu'il fallait pour que ça se passe bien. Merci à toutes, merci à toutes et à tous participants. On a été au moins jusqu'à 140. Je n'ai pas regardé tout le temps le compteur, mais il y avait du monde autour de cette table virtuelle. Et ça fait chaud au cœur de voir que ce sont des questions qui vous animent et qui vous intéressent. Donc, on a encore du travail, mais on va s'y atteler. Merci à toutes et à toutes et très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous.